Bonjour à tous, bienvenue donc à notre 36e matinale professionnelle. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de recevoir Vincent Dugommier et Benoît Hers qui ont créé une série extraordinaire, car s'il existe une bande dessinée éducative et intelligente, c'est bien Les Enfants de la Résistance. Je pense que cette série devrait être aussi lue par tous les adultes. Je suis sincère, Les Enfants de la Résistance devraient être déclarés d'utilité publique. Toutes les librairies, toutes les écoles et médiathèques devraient systématiquement la conseiller. C'est en même temps une bande dessinée d'aventure et aussi un livre d'histoire sur lequel les professeurs des écoles peuvent s'appuyer, car toutes les anecdotes de cette série amenées avec finesse réunissent des faits qui ont réellement existé. Je suis personnellement particulièrement touché par cette série, étant moi-même un fils d'enfant caché, sauvé par des justes. Il ne faut pas les oublier et leur rendre hommage. Mes grands-parents, eux, ont malheureusement été raflés, car dénoncés, malheureusement arrêtés par des gendarmes français, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc je vous laisse la parole, et merci encore de venir spécialement de Belgique pour nous raconter un petit peu l'histoire de la série, et puis parler de vous aussi. Okay. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. C'est très impressionnant comme ça. Dans le magasin, vous aviez hier de clients. Là, je suis un peu impressionné. Comment faire d'abord? Je vais me présenter. Benoît, je suis le dessinateur des Enfants de la Résistance. Et voici mon compère depuis combien d'années? 25, 26 Nous formons un vieux couple. Nous avons commencé la profession ensemble à l'époque et nous sommes toujours ensemble, donc c'est quelque part on s'entend bien. Les Enfants de la Résistance, comment dire, c'est un peu un conte de fées, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée que nous avons faite par intérêt, vraiment sans s'attendre à un tel succès, à un tel retentissement. Et donc, comme toutes les choses qui sont faites dans cette optique-là, il y a énormément de nous qui transparaît dedans et nous y sommes beaucoup plus attachés que si ça avait été quelque chose, entre guillemets, de commandé ou d'ourdi. Ici, on est vraiment dans le cas comme je disais, d'un conte de fées, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour intéresser quelqu'un. Forcément, quand on fait un livre, on espère intéresser quelques personnes. Le monde de la bande dessinée est rempli d'ouvrages qui sont merveilleux et qui intéressent quelques personnes. Ici, il s'est trouvé que l'écolage a été juste hallucinant et nous sommes les premiers heureux. Et de fil en aiguille, on se retrouve dans des réunions comme celle-ci à transmettre notre métier, chose que nous n'avons jamais fait beaucoup avant en fait. Oui, donc à mon tour. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi. C'est un plaisir de pouvoir parler de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire. Mais je pense qu'on ne va quand même pas parler comme deux idiots pendant une heure. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous interrompre et à poser des questions pour que ce soit vraiment dynamique et tout ça. Donc allez-y. N'hésitez pas un instant à nous interrompre. Et c'est clair que si on a fait cette bande dessinée-là, allez, j'irai pour parler de notre motivation de départ. Pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça et tout. C'est vraiment parti d'une envie à tous les deux de faire quelque chose qui parle d'un passé pas très lointain. Hein. Donc Marc parlait effectivement, de toute façon on connaît tous aussi le contexte et tout ça. Et puis c'était aussi une envie de vouloir un peu parler d'une façon indirecte, peut-être du monde d'aujourd'hui, de faire réfléchir un petit peu nos lecteurs malgré tout sur ce qui pourrait ou ce qui peut se passer aujourd'hui chez nous, dans le monde et tout ça. Donc voilà, parler du passé que pour parler du passé, ce n'est pas forcément intéressant. Donc on a essayé comme ça, à l'air de rien, de mettre des petits ponts, des petits liens que le lecteur pourrait se faire ou pas.
Voilà. Donc nous, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des lecteurs, évidemment. On ne les manipule pas complètement. On fait que raconter des histoires. Et il se fait que Benoît a été très intéressé par le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Depuis toujours, depuis que je te connais, tu avais 18 ans, tu voulais déjà faire une BD qui parle de cette période-là. Mais il a fallu du temps pour qu'on sache ce qu'on voulait vraiment faire. Et c'est il y a vraiment quelques années qu'on s'est dit on va faire une histoire vraiment vue du côté des civils. Parce que faire une histoire purement militaire, ça ne nous intéresse pas. Hein, vraiment être sur le front et tout ça. Et là, on s'est rendu compte dans une discussion que Benoît avait eu un grand-père résistant, un résistant belge, mais qui avait résisté en France, parce qu'il avait fait l'exode, il était resté en France. Et puis moi, j'avais une grand-mère résistante, dans le renseignement en Belgique. Et du coup, on s'est dit, il faut faire on doit parler de ça, en fait. Immédiatement, on s'est dit, c'est de ça qu'on doit parler. Parce qu'en fait, on n'avait jamais confronté ces sujets-là entre nous, alors qu'on se connaît depuis en fait 30 ans bientôt. On n'avait jamais parlé de nos grands-parents résistants, on n'avait jamais parlé de ça. Alors que ça nous a tous les deux bercés quand même. Même si je ne sais pas grand-chose de ce qu'a fait ma grand-mère, on ressent un truc dans la famille chez nous. Voilà, je vois mes frères et sœurs, mes parents, tout le monde est assez bien engagé et tout ça, et on sent que ça découle de là. Et du coup, on s'est dit, voilà, on ne va pas faire une bande dessinée qui soit que du divertissement, on ne veut pas que ce soit trop le club des 5 non plus, on a envie qu'il y ait une profondeur, donc voilà, mais pas trop non plus, hein, on ne voulait pas que ce soit l'école qui se déplace à la maison, mais on ne voulait pas traiter le sujet avec légèreté non plus. Même s'il y a des moments où nos personnages... ils rigolent, c'est normal, et il y a une petite histoire d'amour aussi, de temps en temps, hein, pour ceux qui ont lu les tomes. Et donc voilà comment petit à petit on a abordé notre sujet. Et puis après, tout s'est un petit peu enchaîné, c'est qu'on s'est dit, tiens, ce serait chouette d'avoir un dossier à la fin. Et en fait, ce dossier, on le voulait, en fait, parce que moi, ça me libérait dans le scénario, tout simplement, pas. Parce qu'il faut poser quand même des éléments didactiques, parce qu'on voulait s'adresser à la jeunesse. On part du principe qu'ils ne connaissent pas la Seconde Guerre mondiale et on doit vraiment démarrer de zéro. Donc c'était compliqué pour moi d'écrire le scénario et on a demandé à l'éditeur est-ce qu'on pourrait avoir un dossier à la fin. Comme ça on peut répartir les informations. Et puis après, là, petit à petit, il y a eu d'autres développements, on en parlera, on vous les montrera, une exposition et des choses aussi. Enfin bon, vous êtes peut-être déjà un petit peu au courant de tout ça aussi. Donc c'est vraiment très chouette, on a pu rencontrer pas mal de lecteurs parce qu'on était régulièrement invités pour faire des interventions dans des écoles ou des médiathèques. Et puis on a aussi pu assez régulièrement rencontrer des témoins de l'époque. Et ça c'était notre souhait dès le tome 1, faire rencontrer des gens de plusieurs générations et que le travail de mémoire se fasse entre les petits-enfants et les grands-parents ou les arrière-grands-parents. Et voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je trouve ça intéressant de faire circuler la mémoire familiale. Et donc, on a pu vraiment vivre de très belles choses humaines avec des témoins, des gens qui ont réellement été enfants résistants, et qui ont pu transmettre ça à des enfants. Nous, on était juste un petit pivot là-dedans. Hein. C'était juste le bouquin qui avait rassemblé les gens. En fait. Donc c'est chouette, quoi. Enfin, bon, d'un point de vue humain, c'est des moments super agréables à vivre. Et ce dont on s'aperçoit vraiment à ce stade-ci, c'est que la mémoire est occupée à se transmettre. Les derniers résistants vivants sont occupés tous à nous quitter. Et dans leur tête se passe comme une sorte d'urgence de transmettre. Un résistant qui parle, c'était un résistant mort. Et on l'a bien vu avec nos grands-parents, ils n'ont jamais parlé de ça. Tellement habitués à taire tout ce qui touchait à la résistance pendant 5 ans sous peine de mort, puisqu'on en parle vraiment, ces gens sont souvent restés très discrets, très silencieux sur ce qui s'est passé pendant cette période. Et c'est maintenant qu'ils s'aperçoivent que les derniers sont occupés à partir, que tout d'un coup ils se disent mais il est temps de parler, il est temps de transmettre. Vous avez rencontré Jean-Jacques Auduc, qui était un enfant résistant. Il est d'ailleurs cité dans le dossier d'un des albums. Son histoire est absolument hallucinante et ce n'est qu'il y a une petite dizaine d'années, voyant les membres de son réseau mourir les uns après les autres, il s'est dit mais il serait temps de passer la transmission. C'était une idée qui ne lui était jamais venue à l'époque en tête, pour la bonne et simple raison que
on ne parlait pas de ça. C'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de dangereux. C'est pas du tout dans les mentalités des résistants de commencer à jouer les Jean-Jacques et raconter leur hauts faits d'armes comme les aviateurs ont pu le faire. Et pour l'instant, nous nous trouvons vraiment avec des gens qui ont une soif de transmettre, ou alors des familles de gens qui ont eu en dernière minute une soif de transmettre. Alors nous recevons plein de témoignages qui viennent compléter, qui viennent enrichir, et on sent vraiment cette frénésie à parler. Il est temps, c'est le moment. Du coup, pour nous, c'est vraiment une manne céleste formidable, très riche, très triste aussi parfois, mais très intéressante en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est marrant parce qu'on le dit, c'est vraiment pour nous des surprises. Hein. Quand on fait un premier tome, on ne sait pas comment il sera reçu, on ne sait pas ce qui va se passer derrière ça, on ne sait pas comment on va vivre le livre. Et ce sont ces rencontres-là qui sont vraiment le plus beau cadeau pour nous, hein, dans notre travail, c'est de rencontrer ces gens-là qui ont envie de vous aider en fait, dans votre travail, tout simplement. Et ils le pensent sincèrement, ils ont envie. Et donc, du coup, soit du courrier ou des gens en dédicace qui lui disent est-ce que je peux vous envoyer quelque chose que j'ai publié ou des photocopies d'archives familiales. Enfin, et c'est vraiment touchant, c'est vraiment très très intéressant. Et ça nous fait plaisir parce que, en fait, il me semble, pour des créateurs d'histoire ou quoi, c'est de se dire les gens se sentent bien de notre récit. S'ils ont envie de nous aider, c'est qu'ils se sentent dedans. Et quelque part, j'ai toujours envie de dire que oui, c'est ouvert, tout le monde peut y participer d'une certaine façon. Et ça fait vraiment plaisir. Effectivement, Benoît, tu parlais des résistants, c'est vrai que c'est une génération qui est en train de nous quitter, et ils ont effectivement très peur que l'histoire se répète. Et donc effectivement, nous on était très craintifs, on s'est dit comment vont réagir les résistants quand ils vont voir notre album. Et en fait, ils sont très demandeurs de ce genre d'ouvrage, en fait. Parce qu'ils ont envie qu'ils ne soient pas oubliés, tout simplement. Surtout que, je ne sais pas, hein, je ne veux pas analyser notre propre travail, mais on parle des petits résistants. Donc les grands résistants sont très reconnus, l'ordre de la libération, enfin ça brille de tous les côtés, c'est très très bien, mais il y a des milliers de personnes qui ont fait des choses très simples, qui n'ont jamais été reconnues. Et c'est quelque chose qui est vraiment très marquant, très touchant, parce que les gens nous disent c'est bien de parler des petites personnes qui ont fait des petites choses, qui ont osé faire quelque chose. Ça c'est bien, voilà. On n'a pas fait la biographie de Jean Moulin ou de Daniel Cordier ou je ne sais pas, de quelques autres grands résistants, et il y en a des dizaines. Voilà. C'est l'armée des ombres, nous on fait l'ombre de l'ombre, quoi, hein, c'est les enfants, quoi. Bon, et puis c'était une façon aussi de s'adresser à un public jeune, parce qu'on voulait vraiment s'adresser à un public jeune, tout en s'adressant à la famille. Donc on voulait vraiment faire une bande dessinée familiale, pour que les enfants, ils parlent avec leurs parents. Même s'ils ne pigent pas tout, à 8 ans, 9 ans, si on nous lit, il y a parfois des trucs qu'on ne pige pas complètement. C'est pas grave, on se rappelle nos lectures de Tintin, on pigeait pas tout. Hein. Astérix, après, relié à Astérix à 15 ans, elle dit ah ouais, mais il y a des jeux de mots que je n'avais pas vus, elle n'avait pas compris ça. Voilà, les trucs j'ai toujours pas compris parce que j'ai pas fait de latin. Donc. Mais du coup, voilà, on s'est dit ça peut être quelque chose d'intéressant au niveau familial, quoi. C'est bizarre hein, ce qui se passe comme motivation des fois dans la tête des auteurs. Mais j'aime bien l'aspect BD familial. C'est vraiment un truc qui me plaît. C'est peut-être les lectures qui m'ont le plus plu quand j'étais petit, quand je sentais que c'était un truc ouvert à tout le monde. Pour bien comprendre les enfants de la résistance, au niveau de notre démarche du travail, l'histoire n'est pas écrite dans les enfants de la résistance. C'est-à-dire, bon, on sait que les Allemands perdent à la fin et que les gentils gagnent, mais Vincent qui est au scénario, sa part du travail se laisse porter. C'est-à-dire que les personnages évoluent et au fur et à mesure de nouveaux éléments qui nous arrivent, il serait peut-être bien de parler de ceci, les personnages vont prendre une voie parallèle de celle qui était initialement prévue et donc évoluer en permanence. Donc en fait, au niveau de la série, nous avons à peine un album de plus d'avance sur vous, tout simplement parce que tracer toute l'histoire de A à Z, décider pour les personnages, il suffit qu'un nouveau témoignage nous revienne, un personnage va suivre une autre voie que celle entre guillemets logique,
Et donc, le scénario a changé complètement en aval. Donc, nous avançons, portés, je dirais, par tous ces témoignages qui nous arrivent, mais aussi par la psychologie des personnages qui évolue. C'est un travail qui ne peut pas être posé de A à Z en disant, ben voilà, au tome 2, il va arriver ça, au tome 3, la voie toute tracée, la voie sacrée qu'on suit avec des œillères. C'est pas du tout la méthode de travail. Donc, en fait, chaque entrevue enrichit l'univers, que ce soit au niveau du scénario, au niveau graphique. Voilà, on vient de passer dans une petite rue absolument superbe de la ville de Paris. Si je dois dessiner la ville de Paris dans les prochaines cases, ben, je penserai peut-être à cette petite rue. Vous ne la reconnaîtrez pas, mais l'ambiance y sera. Et c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus riche de travailler ainsi parce que l'enrichissement se fait en permanence. Ouais. Et puis je n'aime pas non plus les mécaniques de scénario en fait. En fait, je n'aime vraiment pas le côté scénaristique. Comment dire, j'aime bien raconter des histoires en fait. Mais quand tout est calé sur plusieurs tomes et tout, on est coincé dans des systèmes comme ça qui sont souvent stéréotypés quoi. Hein, et ça j'aime pas trop. Donc je trouve ça important de raconter les histoires un peu comme elles sont dans la vie en fait. Dans la vie, il n'y a pas de mécanisme de scénario et tout ça. Et je trouve ça souvent agaçant de sentir ça quand on raconte une histoire. Et puis aussi, on a dû s'adapter parce qu'au début, l'éditeur ne nous a pas dit « Ok les gars, vous ferez autant de livres que vous voulez », évidemment. Nous, au début, on a un contrat pour deux tomes. On a dit à l'éditeur, on n'aura pas fini en 2 tomes, on verra, donc on avance et puis on s'adapte quoi. Bon, l'éditeur nous a vraiment, je vais juste terminer, l'éditeur nous a vraiment fait confiance et puis dès le tome 1, on est sur un tempo très très lent puisqu'il se déroule que sur l'été 1940. Quoi. Donc effectivement, on savait qu'a priori on serait parti pour beaucoup de tomes, mais sans être certain. Donc il faut constamment s'adapter aussi. Donc, mais ça c'est le métier. C'est malheureusement, je dirais, dans le métier, quand on commence une série, il faut pouvoir prévoir son histoire pour la couper l'album suivant ou celui d'après. Très souvent, voilà, les ventes sont ce qu'elles sont, et il faut trouver une fin. Et donc, en fait, quand on commence une série, on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus du crâne de devoir pouvoir trouver une fin si besoin est. Et ici, il se passe que allez-y les gars, foncez, faites-nous en 160 si vous voulez. Cette épée de Damoclès est complètement tombée, et donc je dirais nous partons vraiment pour raconter la guerre avec, dans toute son ancienneté, et peut-être même déborder sur la libération, sur l'après-guerre qui est très 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 intéressant aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a ressenti des rencontres avec les anciens résistants, c'est qu'ils nous parlent plus de l'après-guerre que pendant la guerre en fait. Et ça, on s'est dit c'est super important vraiment de faire vraiment un gros épilogue, parce que la reconstruction, surtout ces jeunes résistants, ils n'ont pas fait d'études, ils ont pris ils ont eu beaucoup de souffrances, il y a des sacrifices, et puis après il faut se réinstaller, il faut redémarrer, il faut reconstruire le pays. Enfin, en fait, là vous vous dites, mais on raconte rarement ça en fait. Même au cinéma, on ne raconte pas. On va toujours parler de la résistance en 43-44, quand il y a plein d'effets spéciaux, cinématographiques et tout. Parler de la résistance en 1940, quand il n'y a rien, et qu'il y a quelques personnes qui se sont levées en disant on va faire quelque chose, il n'y a rien à montrer d'un point de vue cinématographique, mais c'est super essentiel à raconter, puisque c'est le début. Et donc on s'est dit, on va prendre notre temps de raconter ça, puisqu'on s'adresse aux enfants. On ne va pas leur montrer des types qui se tirent dessus, qui font des sabotages et tout ça. Ça n'a pas de sens. Il faut expliquer pourquoi on résiste, pas comment, pourquoi, pour quelles raisons. Donc ça c'est vraiment important. Donc ça c'est vraiment le truc qu'on voulait raconter à tout prix. Très rares sont les albums de BD, n'en parlons pas, mais même au cinéma, les ouvrages, je vais les qualifier comme tels, qui parlent du début de la résistance. Plus on est libre, ça tue. Toujours. Donc on se retrouve toujours avec le héros qui subit l'exode, le Stuka, l'arc-bombe, beaucoup de morts, etc. Il est très fâché contre les Allemands. Hop, ellipse, on se retrouve en 1943, il a le pied posé sur sa traction avant avec une mitraillette dans la main, et on va défaire du Boche. C'est vraiment l'archétype même des récits de résistance. Et entre ces deux moments-là, no man's land absolu.
Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que c'était un ensemble absolu dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vécu le tout début de la résistance sont des gens qui ont dû recruter et donc qui ont pris des risques gigantesques. Et de ces gens, il n'en reste quasiment plus. Très peu sont ceux qui ont vu la fin de la guerre. Il y a très peu de documents pour les historiens. Très peu de documents pour les historiens aussi, dès le début. Oui. La plupart de ces gens sont morts, torturés ou exécutés sans avoir écrit quoi que ce soit. Forcément, on n'écrivait pas, c'était beaucoup trop dangereux. Et donc, effectivement, cette période que nous commençons à quitter au niveau du récit souffre d'un déficit chronique de documentation. C'est vraiment, je dirais, c'est un as. C'est vraiment un vrai travail d'investigation que de recréer ce début de la résistance qui est très peu écrit que du premier album. C'était référé quasi à une thèse universitaire. Oui, tout à fait. Oh, il y a quand même des traces, mais bon, les historiens disent eux-mêmes, c'est vraiment difficile de travailler cette période-là. C'est vraiment pas évident du tout, par manque de témoins, par manque de documents, forcément, quoi. Il y a même il y a très peu de... quelques petits tracts, les débuts des journaux, il y a encore, donc ils ont très peu de documents pour bien exploiter ça. Mais bon, voilà, il y a quand même de la matière. Ouais. Et alors, ce qui s'est passé avec les enfants de la résistance, c'est-à-dire que notre premier album est sorti, nous avions des grosses gouttes de sueur en disant pourvu qu'on ne reçoive pas une lettre incendiaire d'un résistant, bande de petits cons, vous êtes tués complètement, c'est pas comme ça que ça se passait. Et c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que nous avons reçu des félicitations, on va appeler ça comme ça, même si ce n'était pas aussi formel, de ces gens-là. Et de fil en aiguille, je dirais, nous sommes tombés au bon moment. C'est-à-dire que l'enseignement remettait la Seconde Guerre mondiale au niveau des primaires. On le savait, c'était calculé. Oui, c'était vachement bien. Et, on nous l'a dit, forcément. On nous l'a dit, mais... Tout bien calculé, les gars. Bon. Et se sont retrouvés sans matériel didactique, adapté aux enfants pour ce genre de choses. Et voilà qu'on arrive avec notre album avec des enfants qui font de la résistance sur un support vraiment agréable pour les enfants. Du coup, le magazine La Classe nous a fait un dossier pédagogique de quand même 28 pages. Comment utiliser les enfants de résistance dans votre classe. Et je dirais que ça a été un énorme coup de fouet pour notre série, que nous n'attendions, mais contrairement à ce que cet imbécile ne entend absolument pas. Et un énorme démarrage au niveau publicitaire, c'est-à-dire à ce moment-là, le Mémorial de Caen jetait un œil sur la série, nous avons été invités, et l'album a gagné en crédibilité. De bande dessinée pour les enfants qui était complètement inaperçue. Nous sommes passés au stade d'instrument pédagogique, donc quelque part crédible, utilisable, un instrument d'information. Et c'est vraiment le point de départ du succès de la série, c'est-à-dire qu'on voit souvent les autocollants sur des choses vues à la TV. Les enfants de résistance, il y a un autocollant fictif qui n'existe d'ailleurs pas, mais vu à l'école. Et à partir de là, je dirais, le bouche à oreille a vraiment commencé à fonctionner. Les gens ont commencé à s'intéresser, les témoignages ont commencé à arriver. Et la série en est maintenant, je dirais, un décollage assez fulgurant au niveau des ventes, que nous n'attendions évidemment absolument pas. Bon, nous, ce qui est super chouette pour nous, c'est que ça nous apporte beaucoup de confort en fait. Comme la série a été assez vite rentable au début, voilà, tout le monde est content, on est en confiance, quoi. On se dit on peut continuer. Ça, c'est vraiment très confortable parce que c'est quand même pas du tout évident d'avoir ça dans la bande dessinée, donc c'est un confort important. Ça nous permet de continuer tranquillement et d'investir du temps pour bien se documenter. Même si Benoît a dessiné quand même 5 tomes en 4 ans et demi, un truc comme ça, à peu près, non? Ouais. Oui. Mais voilà, moi je peux maintenant dans ma vie m'arrêter un mois si je veux et visiter des musées, lire des livres, que me documenter. Donc ça c'est vraiment génial, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Donc je peux m'arrêter un mois et me documenter.
Donc ça c'est vraiment chouette et ça nous permet d'enrichir le projet encore. Donc, franchement, c'est quelque chose que je souhaite à tous les créateurs de vidéos ou d'autres choses, c'est d'avoir le temps de pouvoir faire les choses. Enfin, le temps, en même temps, on ne traîne pas. On n'arrête pas de travailler. Il faut bien mettre les choses sur table, c'est-à-dire que quand on est auteur de bande dessinée et qu'on commence une série, on ne sait d'abord absolument pas si ça va marcher, et il faut manger. Donc, pour pouvoir manger, il faut produire un certain nombre de pages par mois, sinon l'argent ne rentre pas, c'est fini. Et là se pose la question de la balance entre la qualité et la rapidité. Est-ce que je vais laisser passer des choses, partir dans des approximations, je ferai une planche de plus par mois, ou est-ce que je vais perdre une journée complète à essayer de trouver un détail, de savoir si telle voiture existait ou pas, à quoi ressemblait un interrupteur à cette époque dans une ferme, comment ressemblait un téléphone, enfin j'invente n'importe quoi. Et tout ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc, il faut faire avec en se disant, voilà, si je ne vends pas mes 5 planches sur le mois, je vais pouvoir payer mon loyer. Le fait que la bande dessinée marche, que les 3 auteurs commencent à rentrer, cette contingence s'atténue de plus en plus pour finir par disparaître. C'est-à-dire, s'il faut 3 jours, 4 jours pour réussir à trouver une information, trouver la photo, se déplacer à un endroit pour trouver ce qu'il faut, ce n'est plus un problème. Et donc, la qualité devient de plus en plus facile, je dirais. C'est une sorte d'exponentielle. Là, je viens de terminer l'album avant-hier. Je faisais les toutes dernières corrections de dessin. À l'époque, c'est le premier album, c'est cette période de correction, c'est quelques jours à reprendre les dessins, à retoucher. C'était un énorme stress parce que c'est une semaine qui saute, de travail gratuit entre guillemets. Ici, non, on lâche rien. S'il faut une semaine de plus, on la met, mais avec confort. Et ça, c'est vraiment formidable parce que je pense que moi, en tout cas, je n'aurais pas pu continuer nerveusement à travailler dans les conditions du premier album sur la longueur. D'ailleurs, on voit beaucoup de séries de bandes dessinées qui baissent en qualité à partir d'un certain moment. C'est simplement ça, c'est-à-dire qu'une sorte de fatigue s'installe. Et ici, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est le confort qui augmente et qui compense largement cette fatigue, donc la motivation est au zénith. Et on n'a vraiment plus de barrière pour avancer, pour faire la grande totale. Allez les gars, on va vous mener jusqu'à la fin de la guerre et même après, avec le sourire. Et je crois que ça se ressent sur la qualité du travail. Quand un travail est fait en confiance et avec le sourire, il est plus qualitatif et plus mature que fait dans le stress financier ou même de savoir si la série va s'arrêter l'album d'après. Ouais. Vous entendez bien au fond, ça va en fait, je vois. Il y a des questions, n'hésitez pas. Je pense que vous avez compris qu'on est plutôt des gens gentils, quoi. Et donc, on peut vous montrer quelques photos voilà, c'est une petite sélection rapide. Voilà, là il y a je crois que c'est dans un collège, c'est un panneau de l'exposition. Donc les éditions de Lombard ont développé une expo autour des enfants de la Résistance. Et donc on a quelques photos pour vous la montrer. Donc il y a une dizaine de panneaux. Et il s'agit d'une exposition qui est ludique. Voilà, je vais vous expliquer assez rapidement. Voilà, alors c'est très simple, hein. Ça s'accroche vraiment avec un clou là ou sur des grilles comme ça, c'est vraiment très facile. Là, je me souviens que cet enseignant là, c'est à Plérin en Bretagne, il m'avait dit c'est un petit événement parce qu'on a déballé ça. J'ai déballé ça avec mes élèves, on découvre le matériel qui est assez qualitatif, on a installé l'expo ensemble, on a mis les baguettes, on l'a accroché, c'est un petit événement quand l'exposition est arrivée. Et il dit c'était vraiment agréable, quoi. Donc, alors là c'est dans un collège, mais ça a déjà été aussi dans des médiathèques aussi. Hein. Donc là c'est dans une médiathèque. Donc il y a 3 grands panneaux
qui présente l'expo de façon générale, et puis 10 panneaux plus petits. Voilà, là il y a une carte qui est à la page de garde en réalité. Je passe un petit peu vite. Hein, De toute façon, c'est minuscule, je crois que c'est minuscule, oui. Donc là, voilà. Donc ici, c'est le panneau de présentation générale. Et puis, bon, ici, il y a une médiathèque, par exemple. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais là, ils se sont amusés à enjoliver l'expo avec des documents et des objets. Donc, ils ont simplement mis un vieux sac à dos, en gros pont en terre cuite, des vieux journaux. Les panneaux derrière, en fait, ils ont trouvé du papier peint qui représente des briques et ils ont mis les panneaux assez. Enfin, ils ont fait toute une petite ambiance. C'est vraiment très simple. Hein. Mais du coup, c'est assez sympa. Et donc, assez facilement, il y a moyen de créer une ambiance. Et puis, bien sûr, de sortir d'autres livres de la bibliothèque en rapport à. Parce que bon, on ne peut pas parler que de BD, évidemment. Donc c'est assez sympa à faire. Et puis alors, je vous disais que c'est une exposition qui est didactique, qui est ludique aussi, c'est qu'en fait, il y a les cases dessinées qui sont sur des supports Scratch. Et les enfants ou les grands, ils doivent compléter l'expo, chercher, lire le panneau et compléter et remplir l'iconographie. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a moyen d'avoir l'expo, je pense aussi, sans ça, avec les images collées, parce que ça dépend de l'endroit, mais il y a des lieux où c'est pas possible, parce qu'ils auraient peur que ces cartes disparaissent ou pas. Il y a différentes possibilités. Et impossible de détecter les fichiers. Voilà, on y est. Et ça, par exemple, bon, c'est pour illustrer une petite aventure qui est arrivée avec une école, par exemple, qui est vraiment hyper sympa. On voit des enfants qui nettoient le dos. Bizarre, hein. En fait, voilà, c'est une petite école vraiment frontalière entre la Belgique et la France. Ils ont fait un travail au départ de notre bande dessinée, et puis d'actes de résistance dans leur village. Donc, il y a 2 dames ici, c'était leur tombe avant. Et donc ces dames n'ont plus de famille, plus de descendance, les tombes sont abandonnées, elles allaient disparaître. Et les enfants ils se sont dit, on va nettoyer les tombes, on va les parrainer, comme ça les tombes des résistants du village sont conservées. Et donc l'école a décidé de faire ça comme travail de mémoire. C'est super chouette, quoi. Je vous parle vraiment d'un tout petit truc qui s'est passé parmi plein d'autres choses. Hein. Et on voit que j'ai retrouvé en rouge un aviateur qui a été protégé dans ce village. Donc les enfants, là on voit de nouveau l'aviateur avec son équipage. Hop. Et puis les enfants avaient lu notre bande dessinée, on avait fait une intervention, et puis ils ont interrogé des gens qui avaient leur âge pendant la guerre. Ils ont raconté ce qu'ils savaient de la résistance, mais c'était pas grand-chose, mais ils racontaient leur quotidien. Alors les enfants étaient complètement effarés du quotidien il y a 75 ans. Hein. Et bien, cette classe, là c'est une petite photo de la rencontre, avec Benoît qui fait une dédicace. Et puis ils ont écrit une pièce de théâtre en mélangeant des séquences dans notre BD, des séquences, des événements que les anciens du village leur avaient racontés, et puis les historiens. Il y a un cercle local, et ils ont raconté ce qui s'était passé comme résistance dans le village. Il y avait une bataille aussi en 40, enfin bon. Donc ils ont créé une pièce de théâtre, ils ont fait une affiche, enfants entendus, donc c'est vraiment chouette. Je vous disais, on s'accapare notre BD et on en fait quelque chose. Je trouve ça vraiment génial, j'adore ça. Et puis ils ont été jusqu'à retrouver le pilote américain, qui est toujours vivant. Et là, je vous assure que tout le monde avait les poils sur les bras. Ils ont lu une lettre de reconnaissance de la famille et une vidéo de l'aviateur, je l'avais mais elle ne passe pas, de l'aviateur, qui remercie le peuple belge et français d'avoir pris soin des pilotes. Et c'était vraiment incroyablement touchant, la lettre des petits-enfants, parce que ça a vraiment un lien avec leur propre existence. Leur grand-père a failli disparaître, il était en danger et ils n'auraient peut-être jamais existé. Donc ils remerciaient, merci d'avoir pris soin de votre grand-père. Ben, c'est dingue, parce que nous, on est plutôt dans l'idée de dire merci à nos libérateurs, et eux ils disent mais merci d'avoir protégé vos libérateurs et tout ça. Enfin, c'était vraiment des échanges incroyables, c'était très très émouvant. Donc ce sont des moments vraiment super chouettes. Je trouve que pour des enseignants ou des médiathèques, c'est des choses intéressantes. Il y a encore des témoins qu'on peut rencontrer, avec lesquels on peut développer des projets. Voilà, ça c'est l'expo au Bellevue. Tu veux expliquer ou pas ou... L'expo au Bellevue, en 2 mots, le musée Bellevue, c'est le musée du Palais Royal de Bruxelles.
donc en fait qui est un musée de la royauté de la Belgique, mais aussi un musée, je dirais, qui sert à la citoyenneté, centre pour la démocratie. De la démocratie. Donc quelque chose, je dirais, qui a une vocation, je dirais, de transmission, entre autres de la mémoire. Oui, portée citoyenne. De portée citoyenne, voilà, je ne trouvais pas les mots. Ouais. Et donc ils ont créé cette exposition qui est en fait une version améliorée de l'exposition dont Vincent vous parlait juste avant. Améliorée pourquoi? Tout simplement parce qu'on est à Bruxelles. Bruxelles est une ville hyper cosmopolite à cause de l'Europe. Donc d'abord déjà français, néerlandais au niveau de deux langues nationales principales, plus au minimum l'anglais, étant donné qu'il y a énormément d'étrangers à Bruxelles. Donc en fait on se retrouve avec une exposition trilingue. Donc déjà tous les panneaux en 3 langues, démultiplication des panneaux, etc., etc. Et donc dans ce musée, ils ont vraiment mis entre guillemets les gros moyens, c'est-à-dire qu'ils ont créé un repère de résistants, il y a un salon d'époque, il y a plusieurs pièces qui sont vraiment mises en condition pour ressembler à des pièces où auraient pu circuler des gens à l'époque. Donc on rentre dans l'exposition, on se retrouve en 1940 au niveau du décor, il y a pas de... C'est immersif. C'est complètement immersif. Et l'exposition va cette fois-ci beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut, c'est donc destiné aux enfants, aider un aviateur allié à rejoindre Londres. Alors pour l'aider, les enfants partent avec un petit carnet dans leur langue et doivent trouver des indices, parfois dans le texte des panneaux, parfois sur certains objets exposés, pour réussir à remplir des cases dans leur petit carnet, et donc trouver un code à envoyer à Londres pour que l'aviateur puisse rejoindre Londres. Et il y a à la fin un poste de radio avec un petit clavier qui n'est pas d'époque, et où les enfants peuvent taper leurs réponses, et suivant leurs réponses, le message de Radio Londres leur dit que l'aviateur est bien arrivé ou pas. Et évidemment, le succès au niveau des enfants est retentissant, c'est très très ludique, et du coup, énormément de classes font le déplacement pour aller voir cette exposition, qui a d'ailleurs été prolongée parce que aux dernières nouvelles, il y avait 5 classes au matin, 5 classes l'après-midi qui visitaient cette exposition. Et je n'en sors absolument pas en tout cas. Oui, c'est vraiment chouette, ça a été prolongé d'1 mois. Et bon, c'est chouette, quoi, ça fait vraiment plaisir. Il y aura une expo à Blois dans un bon mois, mais qui cette fois-ci mettra plus l'accent sur le travail artistique de Benoît, donc il y aura des pages originales et tout ça. Donc là c'est plus artistique et tout, mais ce sera vraiment très intéressant de découvrir le travail de conception de tes pages de BD, parce qu'il y aura beaucoup de croquis, tout ça, tous les trucs qu'on ne publie pas, quoi, qui seront montrés. Et ça c'est une des rencontres avec un ancien enfant résistant avant de quitter les expositions, l'exposition, donc pas celle de Bruxelles évidemment, est téléchargeable ou je veux dire empruntable auprès du Lombard gratuitement, à part peut-être les frais de port. Donc en fait, je dirais soit si vous êtes éventuellement intéressé, il suffit de la réserver. Je crois que oui. Qui est sur le dossier. Voilà, oui, voilà. Il y a un lien sur le Le dossier. lien Voilà. ici. Pour t'expliquer, on est en train de faire passer, j'ai imprimé un jeu, comme ça vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Ok, voilà, on voit les panneaux un peu, ouais. Oui, je peux remonter, on peut faire remontrer. Et sinon, ça se télécharge en PDF sur le site des enfants de résistance. avec, je dirais, la simple exigence qu'elles soient imprimées sur un support un minimum qualitatif, évidemment, pour ne pas se retrouver avec des formats A4 punaisés au mur qui décrédibiliteraient un petit peu le travail et la série. Mais donc c'est quelque chose qui est tout à fait abordable pour n'importe quelle bibliothèque, école primaire. Cette exposition existe, elle est là, elle est à disposition, elle est utilisable. Et ludique, donc vraiment conçu pour les enfants, et ça vaut la peine, tant qu'à faire, de se renseigner, puisque c'est gratuit.
Voilà. Ouais. Bon, alors je suis un peu en indélicatesse avec la technologie aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Mais bon, voilà, ça c'était une des rencontres avec un ancien enfant résistant. Et c'était. Bon, voilà, c'est vraiment des moments super, super intéressants. Bon, là c'était en Belgique, quelqu'un qui était enfant, tout simplement, ses parents étaient. Héberger le QG de l'armée secrète en Belgique et lui et ses frères et sœurs, ils ont bossé. C'était très intéressant, c'était un témoignage plutôt très heureux. D'ailleurs, on voit que le monsieur est en pleine forme parce qu'en fait, ces gens-là ont eu la chance de connaître aucun malheur. Donc, formidable. Par contre, on a rencontré d'autres qui en ont connu vraiment beaucoup. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ben là, ça c'est Jean-Jacques Auduc. Donc il est tout à la fin du dossier du tome 1. On a mis une carte de résistant, donc, pour parler un peu des enfants résistants de façon dialectique. Ben c'est lui. En fait, quand on l'a cité dans notre dossier, on ne sait même pas s'il était encore en vie. Et puis on avait été invité au salon du livre du Mans. Et puis je me suis souvenu, ah mais ce gars il habite au Mans. Donc j'ai demandé aux organisateurs, est-ce que cette personne vit toujours? Est-ce qu'elle habite toujours le Mans? Est-ce qu'on pourrait la rencontrer? Et puis nous dire, ah oui, on le connaît très bien, il n'y a pas de souci. Et du coup, on a passé une journée dans les écoles avec lui. C'était incroyable. Ah oui, c'était à pleurer. C'était incroyable. De toute façon, tout le monde pleurait. Hein. Les profs, c'était dans un lycée, hein, les lycéens, tout le monde pleurait. Enfin, je vais faire une caricature, enfin non, je vais faire le récit, c'était vraiment... j'ai presque la larme à l'œil à le dire. On voyait arriver des grands adolescents, dans genre, je vais leur compter le vieux. Et je crois qu'il fallait 3-4 minutes pour les faire taire. Après 10 minutes, ils étaient comme ça. Et après un quart d'heure, du début des premiers rangs avec les premiers de classe jusqu'au dernier rang avec les pires, je dirais, tout le monde avait les larmes qui coulaient, tellement le récit, qui pourtant était donné avec humour, avec recul, avec beaucoup de sensibilité, était mais hallucinant. Pour paraphraser, on a affaire à un gamin qui s'est retrouvé à courir à 12 ans dans les rues de Paris, poursuivi par la Gestapo, en plein hiver 1942, où il faisait moins 15, enfin, une histoire, mais à dormir debout, une histoire de fou qui n'existe pas. Et l'histoire de ce petit garçon, le plus petit garçon, est tellement incroyable que je dirais à la fin de la guerre, il s'est retrouvé décoré d'à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer comme décoration de tous les pays, de tous les ordres, de toutes les cotonnies, d'un médaille Eisenhower, du général de Gaulle, enfin de la grande totale, à 12 ans et demi. Donc c'est vraiment une histoire extraordinaire. Et on parlait de la libération et de l'après-guerre. Ce qui est très touchant également, c'est que ce type est arrivé à l'âge où on lui demande d'aller faire son service militaire. Il a donné sa vie à la France, il a perdu ses parents dans des conditions absolument stupéfiantes, et on lui demande de faire son service militaire. Il y avait zéro reconnaissance des enfants résistants après-guerre. Autant les grands résistants étaient adorés, adulés, reconnus, répertoriés, tout ce qu'on peut imaginer, autant les gamins, rien que nada, laissés comme ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire rien. Et donc, il reçoit ses papiers pour aller faire son service militaire. On a oublié qu'il était décoré, qu'il avait donné entre guillemets sa vie à la France pendant 5 ans. Il a raconté, et un jour, il a mis sa médaille, et tout le monde dit quoi, je ne sais plus ce qu'il y a un truc, genre la croix de guerre, ou je ne sais pas quoi, on dit quoi. Et tout, il a raconté, et puis pour finir, après quelques mois, ils ont courté son service quand même, ils l'ont renvoyé chez lui, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, quoi. Et donc, mais son discours était vraiment beau. Oui. En fait, il avait vraiment un discours, parce que voilà, il avait vraiment un discours très généreux, très intéressant pour tous ces jeunes qui étaient là. Bon, voilà, je dis c'était parce qu'il est malheureusement décédé il y a 2 ans, mais c'était vraiment très intéressant ce qu'il avait à dire. Et donc, bon, c'est vraiment chouette. Et en fait, on s'était dit, bon, nous, on pousse un peu le bouchon quand même avec les enfants de la résistance. Le tome 1 est sorti, qu'est-ce qu'on fait faire à nos personnages? Puis quand il nous a raconté tout ce qu'il avait fait, on s'est dit, mais on est en dessous de la réalité. Vous avez enregistré à un moment donné?
Alors, non, mais il en existe, et puis il a donné pas mal d'interviews, tout ça, donc oui. Et on est en contact avec d'autres anciens enfants résistants, et bon, voilà, il y a quand même des traces de Son histoire est tellement invraisemblable qu'elle figure dans beaucoup de livres. Oui, et en fait, il y Pas dans a... la bonne. Pas dans votre bonne. Non. D'accord. Mais il y a les éditions Ouest France qui ont fait un livre qui s'appelle Des enfants dans la résistance. C'était sorti avant nous-mêmes, après coup. C'est un livre qu'on m'a offert, je ne connaissais pas du tout. Et il y a un assez gros chapitre sur lui. Et donc, ça, pour nous, c'est vraiment super chouette et intéressant. C'est très, très immersif. Et c'est parce que on nous fait souvent le compliment de nous dire votre bande dessinée est immersive et tout. Mais c'est grâce à ce genre de rencontre. C'est vraiment grâce à ça. Parce que c'est ce que Benoît dit toujours, on trouve toute la doc qu'on veut. Mais ces petits éléments émotionnels, ce que les gens ont ressenti, tout ça, on ne le trouve pas dans les livres d'histoire. On les a trouvés auprès de tes grands-parents, ou moi auprès de mes parents, puisque mes parents avaient à peu près cet âge-là. Moi, je leur ai posé des tonnes de questions il y a 6-7 ans. Ils n'ont pas fait la résistance. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu la première fois des Allemands en rue? Qu'est-ce que tu as ressenti à tel moment, ça? Est-ce que vous imaginiez qu'il y aurait un débarquement ou pas? Enfin, plein de trucs. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Oui, c'est bon. Transmission verbale, ça. Voilà, c'est ça. Oui. Tous ces petits éléments-là disparaissent. Ouais. Et ça nourrit beaucoup, parce qu'une BD, c'est raconter ça, en fait. Donc ça, on a essayé de capturer tout ça. Et c'était super intéressant pour nous, à titre tout à fait personnel, parce que j'ai découvert des anecdotes familiales que je ne connaissais pas, donc ça, c'est chouette. Et donc on a passé beaucoup de temps à ça, vraiment beaucoup de temps, mais c'était vraiment aussi important que de lire des thèses universitaires par moments rébarbatives, ou de lire les dossiers, par exemple, rédigés par Bayard, qui sont super bien rédigés, Bayard ou Milan, ou je ne sais pas quoi, qui expliquent la Seconde Guerre mondiale aux enfants avec des mots très justes, très simples, vraiment arriver à résumer les choses. Et donc, moi, je passais mon temps vraiment à passer de l'un à l'autre à une documentation très, très ardue, complexe, et une documentation extrêmement simple, pour chaque fois un peu me rééquilibrer comme ça. Vincent parlait de petites scènes, entre guillemets, racontées, familiales, etc. Pour ceux qui ont lu les albums, je ne sais plus si dans le 3 ou le 4, il y a une paire de chaussures qui reste sur le trottoir. C'est une anecdote familiale du côté de Vincent. Et donc, voilà l'exemple. C'est un exemple. C'est un truc que ma tante m'a toujours raconté depuis que je suis petit. Elle a vu quelqu'un se faire rafler sur le trottoir et il restait que les chaussures. Alors moi je l'ai mis dans le cadre du Veldiv, de la rafle du Veldiv. Ça aurait pu exister dans le cadre de cette rafle, tout à fait. Là c'était pas le cas, c'est une personne isolée qui s'est fait attraper en rue. Mais ma tante, ça l'a terrorisée. Une petite gamine qui voit ça, c'est inimaginable, quoi. Et alors, elle dit, il reste ces chaussures-là, et elles sont restées toute la journée devant la maison. Ils étaient dans une pâtisserie, et ils tenaient cette pâtisserie avec une vitrine, donc ils les voyaient, ces chaussures. Toute la journée, les gens ne savaient pas quoi faire, ils contournaient. Puis à un moment donné, les chaussures ont disparu. Parce que ça a quand même de la valeur, une paire de chaussures, hein, pendant la guerre. Mais ce truc m'a marqué, je me suis dit, un jour, je vais replacer ça quelque part. Et donc, c'est quand même des trucs, ça vous marque, quoi. Hein. Et il y a pas mal de choses comme ça. Donc, effectivement, quand on dit qu'on s'inspire d'anecdotes et tout ça, on les transforme toujours complètement. Oui, donc la bande dessinée, j'imagine que parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas lu, se passe dans un village fictif qui est plus ou moins défini au niveau géographique, mais vraiment plus ou moins, avec des villes environnantes fictives également, pour la bonne et simple raison, c'est que si on décide que ça se passe à Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône, il s'est passé ça, à telle date, à telle heure, les Allemands sont arrivés par cette rue et pas par une autre, et c'est très bloquant. Étant donné qu'ici nous voulons raconter l'histoire avec un grand H, vu par des enfants, en créant un lieu fictif, nous pouvons ramener sur ce lieu toute l'histoire, sans ces contingences. Donc en fait ça facilite énormément la chose, c'est-à-dire qu'on peut faire se produire dans ce village quelque chose qui se passait à Chalon-sur-Saône, ou à Dunkerque, ou même dans le sud de la France. Tout peut revenir sur ce village, puisqu'il n'existe pas. Donc en fait,
Je dirais c'est une sorte d'alchimie entre la vraie histoire, avec un grand H, qui se passe dans un lieu qui n'existe pas, mais qui reste, entre guillemets, dans la plupart des anecdotes, complètement véridiques. Simplement, ben voilà, on a mis tout dans un chaudron, parce que, tout simplement, aucun lieu ne permet de tout raconter en une seule fois, à part peut-être Paris, mais voilà, ce n'était pas possible, il n'y a jamais eu d'enfants résistants à Paris. Donc voilà, c'est quand même important au niveau, parce que c'est une question qui nous est fréquemment posée, de savoir si le village existe. Non, en fait, maintenant, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est est-ce que ces personnages ont réellement existé? Les enfants sont persuadés que nos personnages ont existé. Donc ça, j'adore cette question, évidemment, parce que si on s'imagine que vos personnages ont vraiment existé, c'est vraiment super chouette. Enfin, vous avez compris pourquoi. Enfin, vous dites que c'est génial, ils y croient vraiment, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment la question récurrente, ça. Ah, ils ont vraiment existé. Et, ils auraient pu. Alors, on a essayé d'être le plus crédible possible. C'est pour ça qu'on a créé un endroit. Et le côté... je m'en souviens. Mais oui, ils auraient pu. Ce que je voulais dire par rapport à M. Auduc, c'est que lui, il travaillait au service de ses parents. Ses parents étaient résistants et lui, il était petit. Tandis que nous, on pousse le bouchon, c'est que nos enfants sont spontanément résistants. Et ça a à peu près pas existé. Là, il y a une petite trahison avec le réel que je pense être compris par les lecteurs, parce qu'on se dit, voilà, on va raconter cette histoire avec les enfants. Ça nous amuse depuis le début de se dire que c'est les enfants qui ont envie de faire bouger un peu les adultes en disant on va faire la révolution, il faut faire quelque chose dans ce village. C'est assez marrant parce que pour le moment il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'un peu bousculer les adultes et tout, donc c'est assez rigolo. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants s'identifient plus facilement avec d'autres enfants. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là aussi un des effets formidables sur les enfants, c'est que vous ayez choisi des enfants et... ça nous semblait indispensable en fait, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, on se dit, les gens nous disent un réseau créé par des enfants, oui, bon voilà, mais ça arrive un peu accidentellement. Ils ne voulaient pas faire quelque part une telle organisation, c'est fait un petit peu accidentellement, petit à petit, bon, on continue. Il y a un moment dans le tome 3 ou 4, ils disent à un agent, il dit, mais c'est nous le lynx, on est des enfants, on peut pas, enfin, il faut... Et on ne les croit pas, on dit non, je veux voir votre chef. Et les enfants disent, mais c'est nous. Et puis, ils sont obligés de continuer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils doivent continuer. Et de toute façon, c'était le lot des résistants. Une fois qu'ils avaient mis le doigt dans l'engrenage, c'est parti, vous ne pouvez plus en sortir. Hein. Donc voilà, c'est le parti pris. Et, bon, maintenant ils grandissent et tout ça, donc ça va bien. Et puis à un moment donné, voilà, enfin, on verra ce qui va se passer par la suite, on ne va pas tout vous raconter, mais effectivement, ils seront toujours un peu marginalisés, parce que c'est pas un vrai réseau, ils ne vont pas pouvoir intégrer les grands mouvements de résistance et tous ces trucs-là. Et c'est pas un problème. Il y a des tas de petits réseaux qui sont restés indépendants du début à la fin. Il y a des réseaux français en lien direct avec l'Angleterre qui n'ont pas eu de lien avec De Gaulle et le CNR et tous ces trucs-là. Lui, Jean-Jacques Auduc, dit qu'il y a certaines médailles auxquelles il n'a jamais eu droit. Parce qu'il a travaillé pour l'Angleterre, il n'a pas travaillé pour la France. Parce qu'il travaillait pour un réseau de renseignement anglais, le réseau Buckmaster. Et tous les gens de ces réseaux-là sont des résistants, considérés comme résistants anglais. Ils n'ont pas travaillé pour la France, ils ont travaillé pour l'Angleterre. C'est complètement dingue, c'est complètement fou. Donc voilà, il y a eu des tas de cas de figure très particuliers. Oh, un ange qui passe. Il y a un prince à FFI, les gars. Bon voilà, c'est d'autres rencontres avec aussi encore des enfants résistants. C'est chouette parce qu'en plus après on dédicace ensemble et ils dédicacent dans nos albums, quoi. Ça c'est vraiment super sympa, quoi, hein, nous qui sont là. Et ce monsieur Pounratz, là, à un moment donné, il a pris un album, il a fait une longue dédicace comme ça, et puis je dis, ah, pour qui il fait ça? Et puis il me le donne, il dit, tiens, c'est pour toi. Oh, c'est gentil, il dit, bon, alors j'ai été payé mon bouquin quand même. Et puis j'ai un album des enfants de la résistance qu'on m'a offert, dédicacé. Donc c'est vraiment super chouette. Surtout, nous sommes dans le public. Voilà, c'est de nouveau l'exposition, mais qui est présentée dans un endroit vraiment très qualitatif. Là, on a carrément recréé une petite classe. L'exposition a été pendant quelques mois au mémorial de la résistance en Vercors.
Bon, bah, on en est très fiers, évidemment, parce que bah, le Vercors et la résistance, c'est pas rien, hein, même si on n'est pas encore dans la chronologie des maquis dans nos albums, on a été exposé là-bas, et puis on est exposé pour le moment, parce que là l'expo vient de terminer, mais on est exposé à Bondu, à côté de Lille. Je sais qu'elle a beaucoup de succès, et la directrice du musée a dit on a contrôlé le contenu, et il n'y a aucun problème. Donc, bon, on est plutôt content parce que nous, on n'est pas historiens, on s'est documenté, on a tout relu 25 fois. Et donc, les textes sont plutôt... L'anecdote que je trouve assez rigolo, c'était au mémorial de Caen. Et nous nous retrouvons face à tous des historiens très pointus. Ouais, et nous, on arrive avec notre album de vulgarisation en bande dessinée pour les enfants, et il y a Vincent qui est un petit peu gêné, il dit oui, mais bon, vous savez, moi je ne fais que prendre ma documentation, me renseigner, et puis je fais ma tambouille, et l'historien le regarde avec un air, mais dans le genre, mais d'où tu sors mon cran, et nous, qu'est-ce que tu crois qu'on fait? On prend notre documentation. Mais c'était marrant, hein, parce que c'est tous des hommes et des femmes qui avaient fait des doctorats, la Shoah par balle, le dictionnaire des exécutés sommaires de France, la biographie de Leni Riefenstahl, enfin bon, on était là, nous on débarque avec les enfants de la résistance tome 1, et en fait c'est super marrant parce qu'en fait ils ont envie de notre liberté, parce qu'eux ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, tandis que nous, on va pas faire n'importe quoi, mais on crée des personnages, on est dans une fiction. Et du coup, ils nous ont demandé des dédicaces et tout. Alors nous, au début, on était un peu cachés, on était les seuls à faire ce genre de démarche là-dedans. Et pour finir, ils nous ont tous demandé des dédicaces et c'était marrant. Et on a gardé des contacts avec certains. Et quand on a besoin d'infos, en fait, ils sont super contents de nous renseigner. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et au mémorial de Caen aussi, quand il faut, ils nous envoient de la doc et tout. Ils sont vraiment très très réactifs, quoi. Donc ça, c'est vraiment très chouette d'être soutenu. Mais en fait, depuis le début, on rencontre des gens qui ont envie de nous aider. Donc ça, c'est assez sympa. Ça fait plutôt plaisir. Du coup, on a plein d'anecdotes comme ça, et c'est chouette. Donc voilà, je suis désolé, j'ai improvisé un petit truc, mais toutes les photos ne passent malheureusement pas. Mais bon, je pense que vous avez compris un peu. Et il y a des questions Oui. Alors, moi, vous êtes belge. Oui. Alors, pourquoi avoir situé l'action des enfants de la résistance en France? Parce que bon, il y a eu quand même une résistance en Belgique aussi. Pourquoi avoir choisi plus la France que la Belgique? Parce que même si ça s'était passé en Belgique, je pense que même les lecteurs français auraient accepté. Après tout, les Spirou d'Émile Bravo se passent bien en Belgique. Donc, oui, c'est ça qui est assez rigolo. En fait, nous, vraiment, on ne s'est pas dit une seconde, on va le faire en Belgique. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble nous paraît plus riche en France qu'en Belgique. Et par rapport à la résistance aussi, parce qu'il y a eu plus de manières de résister très différentes en France qu'en Belgique. Il y a la possibilité des maquis, il y a beaucoup plus de grandes villes, il y a eu le débarquement, tous ces trucs-là. Enfin, historiquement, c'est plus riche pour nous. On ne s'est pas posé la question de le faire en Belgique. L'histoire de la résistance belge est vraiment très importante. Il y a une grosse notion, je dirais, qui différencie la Belgique et le nord de la France du reste. Oui. C'est que ce sont des zones qui ont été occupées en 14. Et donc la mentalité et, on va dire, les organisations, entre très gros guillemets, de 1914 se sont ressuscitées. Et la résistance était, je dirais, quelque chose qui existait déjà dans les mentalités, même si le mot n'existait pas encore, est déjà structuré. C'est-à-dire que les plus gros réseaux de résistance belges ont été, dès les premiers instants, des réseaux organisés par l'armée, avec des grades, des structures directement militaires, d'une grande efficacité, même s'ils n'étaient pas encore à ce moment-là en communication avec Londres. Les premières communications radio entre Londres et le continent, c'est fin 1942. Et donc en fait on ne se retrouve pas du tout avec entre guillemets ce que nous avons raconté quasiment jusqu'à cet album-ci, c'est-à-dire la naissance de l'esprit de résistance, de non-acceptation d'un régime totalitaire de A à Z. Le résistant belge dès les premiers temps, c'est les Boches sont revenus, on va résister, point. Voilà, on a tout raconté, c'est fini, ça m'a pris 2 mots. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu
les démarches semblables à celles des enfants de la résistance en Belgique, mais ce n'est pas c'est pas la manière dont ça s'est passé, je dirais, sur le contrôle. Alors après, ça arrive des contingences comme les différences entre les Wallons, les Flamands, qui sont des choses excessivement complexes et beaucoup moins universelles que l'histoire de la résistance française. Voilà, il y a vraiment plusieurs raisons, effectivement. Il y a effectivement en Belgique des gens qui ont résisté les deux guerres. Et dans le nord de la France, enfin dans la zone occupée, nord-est, mais voilà, alors la résistance de la Première Guerre mondiale en Belgique est plutôt pas mal connue. Je sais que c'est un sujet qui est très peu étudié en France pour le moment. Les résistants de la Première Guerre mondiale. Le terme est impropre, hein, on ne dit pas résistant pour cette chronologie-là. Mais Benoît a complètement raison. Effectivement, ce qui nous intéressait, c'était l'effet de surprise. Le pays est envahi, qu'est-ce qu'on fait? On va inventer la résistance. Elle n'existe pas, on l'invente. Et donc ça, c'était important. En Belgique, c'était pas la même chose. Alors, il y a plein de résistants qui ont été raflés très vite parce qu'ils avaient reçu des médailles et des tas de trucs comme M. Auduc, et évidemment, c'est le premier que les Allemands ont été surveillés. Donc, il y en a beaucoup qui sont rentrés en clandestinité avant même le début de la guerre parce qu'ils savaient que la guerre allait arriver et il y avait déjà des réseaux totalement clandestins. Mais 4 ans de clandestinité, c'est impossible. Donc voilà, c'est une histoire assez différente en réalité. Alors, ce que j'aime bien toujours dire, c'est que les grandes figures de la résistance belge sont souvent féminines et liées à la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est plutôt chouette, quoi. Alors c'était effectivement une volonté en 1918 de mettre en avant 2 dames pour des raisons patriotiques aussi, et c'était des icônes qui ont existé, mais qui ont été créées, qui ont été beaucoup édifiées dans les écoles et tout ça. Mais du coup, ça a créé pas mal de rentrées en résistance de la part de femmes en 1940 en Belgique. Parce que, petite à l'école, on leur disait Edith Cavell, qui était anglaise, qui était résistante en Belgique, et Gabrielle Petit, c'était des saintes, quoi. Hein. Et donc, il y a André de Jong qui a créé le réseau Comet, qui est un réseau très connu qui traversait toute la France. Elle est belge, elle était officier, c'était une des rares dirigeantes de réseau, une femme française qui était dirigeante de réseau et une belge. Elle l'a fait parce que quand elle était petite, elle s'est dit je serai Gabrielle Petit ou Edith Cavell quand je serai grande. Et elle a eu l'occasion de l'être, quoi. Donc c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Mais voilà, c'est des approches très différentes en fait. Et puis Benoît a raison au niveau de la collaboration, résistance, on parle de collaboration. En Belgique, c'est un sujet extrêmement compliqué par rapport aux différents régimes linguistiques. Je déteste les généralités qu'on peut faire là-dessus, parce qu'on n'aime pas les généralités. Je pense que si vous avez lu les albums, vous aurez compris qu'on cherche beaucoup dans les nuances. Mais c'est d'une complexité folle. Donc je trouve ça génial qu'Émile Bravo fasse, lui français, fasse une bande dessinée sur l'occupation en Belgique. Puis nous, Belges, on fait une BD sur l'occupation en France. Et par exemple, il y a un auteur suisse qui a fait une bande dessinée. Sur l'occupation en Suisse, non. Non. Sur Léopold II et la période coloniale belge, quoi. Et c'est souvent intéressant que quelqu'un de notre pays parle du pays voisin et tout ça. Enfin, il me semble, en tout cas. Du coup, quel regard vous avez, vous, sur les ouvrages, sur le journal d'un ingénu et sur l'espoir malgré tout d'Émile Bravo? Vous, en tant que Belge, du coup, quel regard portez-vous sur... En fait, on est super fans, quoi. On aime beaucoup. Mais j'ai pas encore lu celui qui vient de sortir. J'ai pas encore lu le tome 2 mais oui, c'est du super boulot. En même temps, on se ressemble et en même temps, on est différents. C'est ça qui est marrant. On nous a beaucoup comparé à la guerre de Lulu, qui raconte la Première Guerre mondiale avec des enfants. On a failli ne pas faire notre projet à cause de ça. En fait, on avait notre idée, et on voit la guerre des Lulu qui sort. On s'est dit, on va nous dire qu'on copie, quoi. Ouais, sauf que la guerre de Lulu, c'est pas la même démarche. Voilà. C'est une résistance, c'est une question de survie. Voilà, c'est différent. Donc on l'a fait quand même, et voilà. Mais bon, on a quand même un peu d'éthique, quoi. On s'est dit, on va pas. Donc on l'a fait. Et du coup, c'est chouette parce qu'en fait, parfois on a présenté notre expo avec celle de la guerre des Lulu. Je sais que ça a déjà été mis ensemble. Et bon, voilà, c'est sympa, même si c'est pas la même maison d'édition. Moi, je trouve ça très bien. Et souvent, on met nos BD ensemble dans les médiathèques ou chez les libraires. C'est très bien. Mais dans le Spirou d'Émile Bravo, je dirais c'est un album pour adultes, c'est-à-dire qu'un enfant peut tout à fait le lire.
Il y a le discours, entre guillemets, de première lecture qui est facilement compréhensible. Et ces albums sont saupoudrés de manière intensive d'anecdotes, de petites choses qu'il faut lire entre les lignes et qui nécessitent une vraie connaissance de la guerre en Belgique pour être comprise et interprétée. Je pense par exemple à l'histoire du terrain de foot au Fantasio. Demande un terrain de foot sur le fort où il est caserné. Il est caserné, et il faut savoir que ce terrain de foot, c'est la chute de la Belgique. Si on ne connaît pas l'histoire du fort d'Ebenheim, voilà, il a demandé un terrain de foot, on ne peut pas comprendre qu'en fait c'est la pire chose qu'on ait pu faire en Belgique pour que le pays tombe instantanément. Et c'est saupoudré de toutes sortes d'informations comme ça qui sont vraiment très peu décryptables pour quelqu'un qui n'a pas une vraie... c'est hyper complet, hyper complexe, hyper bien foutu. Mais la démarche est vraiment une bande dessinée intelligente pour adultes, contrairement aux enfants de la résistance, évidemment, où on est dans l'explication la plus didactique possible, sans tomber dans l'excès, bien sûr, pour des enfants. En même temps, il y a des lectures à plusieurs niveaux. Il y a des illusions qu'on peut comprendre que si on est belge, je pense. Et puis, il y a des trucs qu'on comprendra si on relit le bouquin à 15 ans ou à 20 ans. Quoi, hein. C'est toujours comme ça. Et des choses complètement universelles, comme certaines discussions politiques. C'est Émile Bravo est un auteur avec un majuscule. Il a toujours depuis Jules, fait des choses intelligentes et bien conçues. Son premier Spirou, comment on a reçu un prix en Angoulême, c'est pas pour rien. Oui. Vous disiez que vous avez une question récurrente. Est-ce que les personnages ont réellement existé? Ça, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, l'histoire de la question de la fiction, de la réalité, de la fidélité aux faits, etc. Se pose de différentes manières. Et nous, on s'aperçoit par exemple qu'il y a des élèves qui viennent à la médiathèque, enfin des enfants, qui parfois ne comprennent pas ce que c'est. Ils ont plus de 10 ans, ils ne comprennent pas ce que c'est que la fiction. Et vous, comment vous faites aussi pour expliquer parfois qu'en fait on va passer par la fiction pour dire la vérité, entre guillemets. Parce qu'en fait là vous passez par la fiction pour dire une forme de vérité, alors des fois c'est pas c'est pas la véracité de tel fait, etc. C'est une vérité, une autre vérité plus large en fait. Disons que c'est au niveau, je dirais, intellectuel, c'est un débat en soi qui mériterait quasiment 3 heures de débat. Maintenant, je crois que on regarde même, je ne sais pas, je vais prendre un film de guerre, n'importe lequel, Dunkerque. On parle de faits réels, on se retrouve malgré tout au cinéma. Donc je pense qu'à partir d'un certain moment, il est complètement impossible de ne pas mettre une part de fiction dans un récit, quel qu'il soit. Même, je dirais, un ouvrage 100% pur historique comporte malgré lui une part de fiction. Et je dirais, à partir d'un certain moment, il faut accepter ce postulat et s'en affranchir, sinon on n'écrit plus rien. À partir de là, comment l'expliquer aux enfants? La plupart du temps, la réponse est simple, non, il n'existe pas. Ah, ok. Ouais, mais par contre, il n'y a quand même pas d'ambiguïté possible dans le sens que on se documente beaucoup. Alors, si les enfants doivent faire une action, un petit machin, un sabotage, quelque part on s'en fiche, hein, peut-être que ça se fait pas comme ça exactement ou quoi, mais c'est pas très important. Mais par rapport au fond et tous ces trucs-là, tout ce qu'on raconte et le dossier didactique, c'est quand même très très bien documenté. Donc, à moins que l'enfant lise de travers ou quoi, ce sont quand même des faits d'une façon générale qui sont réels. Alors après, évidemment, il y a notre point de vue d'auteur, et je suppose qu'il y a peut-être une forme d'idéologie qui peut transparaître ou quoi, mais on essaie d'être vraiment relativement neutre, et par exemple, nos personnages ne sont pas politisés. La résistance se politise très rapidement, et nos enfants, ils s'en fichent complètement, en fait. Eux, ils agissent avec leur cœur. Et donc on se dit,
les résistants qui ont décidé de s'engager, avant tout, ils l'ont fait par humanisme, parce qu'ils se disent on ne peut pas accepter ça, on doit faire quelque chose. Donc on est resté sur ce canal-là, parce qu'on n'a pas envie que le réseau soit affilié à un parti. Parce que ça me paraît plus universel d'agir par humanisme que par parti, même si les partis ont agi par humanisme aussi. Hein. Donc voilà, donc ce sont toutes nos questions. Je crois que Marc nous a... C'est pour vous, parce c'est que pour nous. Ouais. pour votre train. On va Ouais, partir. ouais. On peut en parler longtemps. Nous avions un débat au Livre de Paris d'ailleurs avec l'historien Thierry Rousseau. Thierry Rousseau, je crois que son prénom. Thierry Rousseau. Henri Rousseau. Et nous étions là avec Émile Bravo et Henri Rousseau entre guillemets modérateur. Et pour décrire nos deux ouvrages, il a dit ce sont des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale inscrits dans notre époque. C'est-à-dire que nous apportons une interprétation de personnes du XXIe siècle, quelque chose avec un recul qu'elles n'auraient absolument de toute façon pas pu avoir des gens à cette époque-là. Il suffit de regarder le célèbre ouvrage de Calvo, La bête est morte, c'est cet album avec des animaux pour raconter la Seconde Guerre mondiale. Je dirais, c'est stupéfiant de différences de mentalité, de vision des choses par rapport à ce qu'on peut dire maintenant sur la Seconde Guerre mondiale. Les mentalités, la vision des choses, le recul ont complètement évolué. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, effectivement, Les Enfants de la Résistance, comme le Spirou d'Émile Bravo, comme certainement énormément de choses, sont des ouvrages du XXIe siècle, qui ont un point de vue du XXIe siècle. Et voilà. Et dans 20 ans, on en parlera encore autrement de ce sujet, probablement. Aujourd'hui, on commence à découvrir qu'il y a des choses dont on ne parlait pas à une certaine époque, et on commence à découvrir et à parler toutes ces petites anecdotes cachées ou qu'on a voulu nous cacher. Et du coup, l'histoire commence à se faire maintenant à travers les gens, le monsieur tout le monde, quoi. Donc, Oui. il y a beaucoup, l'histoire évolue aussi. Oui. Alors, La vision de l'histoire évolue. la vision de l'histoire évolue, il y a du révisionnisme aussi, évidemment. Et donc, c'est vraiment important d'être vigilant par rapport à ça. Par contre, nous, on le sent vraiment bien, les enfants ont envie d'informations sur cette époque-là. C'est incroyable à quel point. Nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ils ont vraiment envie de parce comprendre. qu'il faut éviter que ce genre d'événements, entre guillemets, puisse se reproduire. Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est toujours l'espoir, mais voilà, on n'a aucune idée de ce que... Ouais, effectivement. Mais merci beaucoup, on est obligé de finir un peu rapidement. Merci à vous. Bonne journée, hein, bon programme. Merci de l'avoir écouté. Sauf si vous n'avez pas